Comme d'habitude pour chaque interview, je souhaite remercier l'Arbi, qu'Allah le préserve, qui a pris 2 heures de son temps pour partager avec nous son expérience de l'immobilier au Maroc, mais aussi son parcours de la France vers le Maroc. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires, comme à chaque fois. Bonne interview. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler immobilier. Je suis enfin avec le frère Arbi. On va pouvoir répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Comme d'habitude sur les stories Insta, j'anticipe et je vous pose les questions en amont et ensuite on récupère pour avoir le temps de les préparer et vous donner les meilleures réponses possibles. On va commencer rapidement avec le parcours de l'Arbi, pourquoi il est dans l'immobilier, comment ça s'est passé, comment il a quitté la France, son installation au Maroc, etc. Je suis sûr que ça va vous intéresser aussi. Et ensuite, je lui poserai vos questions et puis on écoutera ses réponses. Donc l'Arbi, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci beaucoup Walid. Ça se passe Ramadan? Ça se passe très bien, barakallahu fik. Alhamdulillah, fik barakallah. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous parles un peu de ton histoire, entre guillemets, en France. Comment s'est passé ton départ? Est-ce que tu étais dans l'immobilier déjà en France? Et ensuite, ton installation au Maroc et ta découverte de l'immobilier au Maroc, comment ça s'est fait? Moi, à la base, j'étais pas du tout dans l'immobilier. Donc, faut savoir que j'étais commerçant. J'étais commerçant chez Foot Locker. On fait un peu de pub pour eux. C'est bien, parce que, Donc, en fait, vous inquiétez pas, je vais pas le couper, parce que dans l'ancienne interview, ils trouvaient que je coupais trop. C'est juste pour dire que c'est bien d'avoir ces parcours de vie, parce que souvent ils disent oui, mais vous avez fait soit des études, machin, c'est plus facile de partir vivre au Maroc. Et c'est bien aussi de savoir que des fois, quand t'as fait plein de métiers, plein de petits métiers, etc., bah, tu peux quand même t'installer au Maroc. Il faut savoir que j'ai aucun diplôme. C'est-à-dire que j'ai un BEP électrotechnique. Donc, j'ai commencé là-bas en tant que vendeur, j'ai fini responsable. D'accord? J'ai appris pas mal de choses avec eux au niveau du commerce. OK? Et ensuite, j'ai basculé dans le travail de la famille. C'est-à-dire que ma famille entière est dans l'automobile. D'accord? Donc, ils m'ont fait plonger dedans et c'est là où j'ai démissionné de mon travail et je me suis mis à mon compte dans l'automobile, tout ce qui est centre auto, comme Point S, Feu Vert, Midas, d'accord, tout ce qui est entretien. C'est là où tu as connu l'entrepreneuriat un peu ce matin. Exactement. Je connaissais vraiment rien en mécanique, mais j'avais l'expérience, on va dire, logistique pour pouvoir être responsable d'un centre auto. D'accord, accompagné des personnes compétentes que mes frères m'avaient mis en place. D'accord. Donc ça, c'était en France. Ça, c'était en France. Donc, quand je me suis mis à mon compte, bon, on a gagné un peu d'argent, alhamdoulilah. D'accord? C'est là où j'ai fait mon premier achat immobilier, en 2008 exactement. Je me rappelle, c'est mon locataire, d'ailleurs, quand je me suis marié en 2005, mon locataire qui m'a donné mon premier appartement avec mon épouse, c'est lui qui m'a vendu mon premier bien, Jean-Marc. Je me rappelle comme c'était hier parce que ça m'a beaucoup marqué. Il m'a vendu une maison de rue. Alors ici peut-être au Maroc ils sauront pas qu'est-ce que c'est, mais les maisons de rue en France c'est des maisons qui sont toutes collées, mitoyennes avec la rue qui passe en face, d'accord, très rarement de jardin ou quoi que ce soit. Et il a mis qui devait se rénover entièrement. C'était une maison d'avant-guerre, d'accord. Et il m'a mis à ma disposition une équipe de Kosovars. D'ailleurs, je leur passe le salam et c'est avec eux que j'ai appris le métier. Il faut savoir que je ne savais pas poser un tableau sur le mur. Ah non, je prenais quelqu'un, vas-y, mets-moi ça ici. T'es pas bricoleur? Je suis pas du tout, à la base, pas du tout bricoleur. D'accord? J'ai foncé sur cette aventure-là. Je peux dire c'était une sacrée aventure. D'accord? Et j'ai commencé avec ces Kosovars-là et ces Kosovars. On a tout cassé. Faut dire qu'on a tout cassé à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que tu rentrais, tu tombais, parce qu'il y avait un petit sous-sol, mais d'à peine 1 mètre, tu pouvais pas te mettre debout. On a creusé pendant plus d'1 mois et demi pour pouvoir avoir un niveau où on peut se mettre debout. D'accord. Bref, c'était vraiment une belle aventure et je l'ai fini avec des copains à moi, du foot, des Portugais. Et c'est là où j'ai pris goût. J'ai mis 9 mois pour faire la maison, de A jusqu'à Z. Alors, on parle de charpente, on parle d'électricité, on parle de plomberie, on parle de parquet, de plancher, de peinture, de placo, d'isolation. Vraiment, j'ai tout connu. D'accord. Et c'est Jean-Marc qui m'a mis les pieds à l'étrier. Donc, en parallèle avec le centre auto, c'est là où je me suis lancé. Et à l'époque, c'était pour ta maison? C'était personnel. Ensuite, j'ai vendu la maison. J'ai racheté une autre maison avec un grand terrain. C'était une ruine. Et quand je dis une ruine, c'était un squat où les personnes venaient
Ah ouais. Et voilà, buvait de l'alcool, tout ça, c'était affreux. Personne n'en voulait. Je l'ai acheté et j'ai mis 1 an et demi, je l'ai retapé entièrement. Là où j'étais après piqué par l'immobilier. Donc c'est vraiment c'est là mes vrais débuts. Et à D'accord. l'époque, c'était plus de la rénovation. Plus de la Exactement, construction. la rénovation. Après j'ai construit des agrandissements dans cette maison-là, mais on va dire vraiment ouais, c'était de la rénovation. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé avec mon épouse à nous poser des questions par rapport à l'Aïja, d'accord, où on est un peu on est rentré dans le vif du sujet et on s'est mis d'accord et on a dit on part. C'était quelle année, ça? Ça, c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans, En 2014. en 2014. D'accord. Ma première Hijra, je l'ai pas faite au Maroc. Je l'ai faite en Égypte. D'accord. Donc, c'était un très Sachant beau que pays. t'es d'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine. Du coup, En t'es fait, marocain. voilà. En fait, j'ai pas voulu venir au Maroc parce que pour moi, c'était la facilité. C'était trop facile, en fait. Je savais que là-bas, on parlait français. Et je voulais un peu apprendre l'arabe. l'arabe, ma langue. Donc, on a décidé de s'installer en Égypte, à Alexandrie. D'accord, on avait passé qu'une année, mais une année extraordinaire, extraordinaire En Égypte. en Égypte. Mais c'est très difficile au niveau de l'État, très difficile au niveau des papiers. Franchement, ma femme, elle est pas marocaine, mais les problèmes qu'on a eu en Égypte, en n'étant pas égyptien, et les problèmes entre guillemets que j'ai aujourd'hui, parce que mon épouse elle est pas marocaine, c'est le jour et la nuit. Ah ouais. Vive le Maroc. Je tiens à dire, vive le Maroc, alhamdoulilah. Par rapport à ça, franchement, rien à dire. Donc, on a fait 1 an là-bas et très compliqué. Et c'est là où on s'est installé au Maroc. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi je le dis souvent sur mes stories ou sur mes posts, c'est que souvent les gens ils sous-estiment le Maroc, le fait d'être chez soi. Tu vois, quand t'es marocain, je parle pour les MRE, le fait qu'administrativement t'as tes papiers, ton passeport ou ta carte d'identité marocaine, t'es marocain, t'as pas besoin de ressortir à chaque fois, approuver pourquoi t'es là, etc. Tu vois, t'es chez toi. C'est Niama. Et ça, les gens, ils oublient, tu vois, souvent, ils me parlent des Émirats, ils parlent de l'Égypte aussi, etc. Il y a beaucoup d'avantages dans tous les pays, mais le Maroc, tu seras toujours chez toi. Ah, Et sur le long terme, ça a une valeur, tu vois, inestimable. Inestimable. Franchement, je suis d'accord avec toi à 300%. Je t'en parle, j'en ai des frissons, parce que j'ai vécu les deux expériences. Ah, mais c'est bien, Donc c'est bien que tu le dis. là, je peux vraiment le confirmer, mais Et du coup, donc, t'es arrivé au Maroc en 2015, c'est ça? voilà, 2015, ouais. 2015. Donc, comment s'est passé ton... Alors, Peut-être tu t'es mis dans l'immobilier direct, ou alors t'as... oui fait et d'abord non. autre chose. Oui et non. Alors, quand je me suis installé, moi, j'ai mon papa qui est décédé, là, Rahmou, d'accord, il y a maintenant 29 ans, et il nous a laissé une maison D'accord. qui a été à l'abandon. Et une grande maison, là, mon bel, on connaît, hein, les anciens, ils avaient tous leur maison, maison de famille, où on se réunissait tous les étés. Et j'ai appelé ma maman, qui est décédée il y a pas longtemps aussi, là, Rahma. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, maman, on va venir s'installer. Est-ce que je peux récupérer la maison? Elle me dit, mais mon fils, tu vas dormir où? Elle est insalubre. Ouais. Ah, ça fait plus de 20 ans fermé. Les maisons étaient effritées. C'était quelle région? Mohamedia, D'accord. dans le grand Casablanca. Donc je lui dis, t'inquiète pas, maman, je m'en occupe. C'est ce que j'ai fait. Donc on a pris un appartement Mohamedia et moi je me suis occupé de la maison. Ensuite j'ai des amis un peu donc qui savaient que j'allais récupérer la maison de mon père et que j'allais faire les travaux pour pouvoir m'y installer. J'ai eu quelques conseils, j'en parle aussi parce que je sais que ça peut arriver. C'est que j'ai plusieurs frères et sœurs. Donc cette maison-là ne m'appartient pas à moi à 200%. Ouais. D'accord? Donc ma mère me l'a mis à disposition, mais ça reste la maison de tout le monde. Pas chez toi à 100%. Je suis pas chez moi. Mais c'est mes frères et sœurs, il y a aucun problème. Ouais. Mais je ne suis pas chez moi. Sachant que j'ai investi pas mal d'argent. Donc j'ai eu quelques conseils où on dit, bon, réfléchis bien à l'arbitre, achète quelque chose, achète un appartement, ça c'est à toi, pour tes enfants, si t'as quoi que ce soit. Là, tu vas mettre énormément d'argent, c'est une grande maison. Sur le coup, ça m'a pas parlé, ça. Bah non, qu'est-ce que tu me dis? C'est chez moi, c'est rien du tout, nanani, nanana. Et avec du recul, ça c'est une question aussi à voir avec tes internautes, j'aurais peut-être agi différemment. D'accord.
parce que ça reste quand même un gros investissement Ah, ouais. et que Tu vas pas récupérer au final parce que je c'est pas ta récupérais maison. pas. Et de toute façon, c'est un honneur et un plaisir. Oui, oui, oui. Ma mère, moi, ensuite j'ai déménagé, tout ça et tout, j'ai fait la maison, donc pour revenir à ça, je l'ai refaite entièrement. Donc magnifique, avec des finitions comme on aime, tout ça et tout. J'ai même fait une piscine au star. D'accord, pour les enfants, tout ça et tout, c'était extraordinaire. Bien. Ouais, carrément. Et on n'y est pas resté longtemps, un an pour à peu près 60 000 euros d'investi dans la maison. Ouais, c'est vrai. Mais sans regret, car c'est ma maman qui s'est installée ensuite à la maison. Et qui en a profité. Et ça a fait revivre tout le monde, en fait. Tout le monde est revenu, franchement, c'était extraordinaire. Et mes frères ont participé, tout ça et tout, donc aucun regret. Aujourd'hui, ma maman n'est plus, la maison appartient à tout le monde. Je viens pas récupérer ça. C'était par rapport à ça où j'ai été conseillé. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, je m'en sors... A grandi aussi. En plus, ça t'a permis de mettre un peu l'immobilier au Maroc. Exactement. Et ben ça, en fait, ça a été un super appui, en fait, pour moi. C'est pour ça que j'ai dit, au début, quand je suis arrivé, j'ai commencé avec ça sans vraiment commencer. En fait, je l'ai fait pour moi personnellement. Et un ami à moi qui est dans l'immobilier à Mohamedia, et il m'a dit, l'arbitre, tu me fais penser à un ami à moi. Lui, s'est installé au Maroc avant moi. C'est pas marocain. Et aujourd'hui, il y est toujours. Hein. Et il m'a dit, tu sais, l'arbitre, j'ai un ami à moi, il a commencé comme toi, t'as vraiment fait un beau truc. Et un ami à lui, il a dit, punaise, est-ce que tu peux me faire la même chose pour moi? Et il lui a fait pour un copain à lui. Et c'est parti de fil en aiguille. Ouais. Aujourd'hui, le gars, il a une entreprise de malade dans le bâtiment et il en a fait son métier. Et, il y a beaucoup d'histoires qui partent comme ça, bouche à oreille. Exactement. Et je me suis inspiré de cette histoire. Donc, on va dire que j'ai pas encore commencé directement, le temps que je m'installe, les enfants et tout. J'ai pas mal voyagé au Maroc. Donc, Tu t'es venu, tu avais déjà des enfants? Oui. J'avais déjà j'avais 4 enfants. Hein. T'avais 4 enfants. Ouais. Okay. Le dernier avait à peine 6 mois. D'accord. Maintenant. Okay. Et ça va, ça s'est bien passé l'intégration pour Oui. En fait, tous mes enfants, franchement, nickel. On va dire le plus grand qui aujourd'hui il a 18 ans. On va dire il a eu une petite crise, hein, la crise de l'adolescence, on va mettre dans ça. Il a voulu retourner en France. Bon, on n'a pas compris départ avec sa mère et tout. On lui a expliqué, mais reste avec nous, t'inquiète pas. C'est vrai, on parle beaucoup avec nos enfants. Nous. On parle, nous, les personnes qui sommes installées en France, en fait, nos enfants ont subi notre choix. Qui venons de France. Qui venons de France, merci. Ils ont subi notre choix. Donc, on leur a expliqué, aujourd'hui, vous avez subi notre choix, d'accord vous allez grandir et vous allez vous-même faire vos propres choix. Le monde, il est grand. Si vous voulez voyager, allez-y. Faites votre expérience et vous verrez par vous-même. Donc nous, notre choix, il a été ciblé par rapport à la religion, par rapport à notre pays, et le petit, il le voyait pas sous cet angle-là. Donc on a tout fait pour essayer de le garder, mais il est quand même parti. Alors on a dit bon, il part, autant l'accompagner. On va pas le lâcher, c'est notre enfant. Donc on l'a installé à Toulouse, on l'a inscrit à une école là-bas et tout, on lui a pris un appartement, et le gamin, il a tenu 8 mois. Il a tenu 8 mois et chaque jour, il suppliait sa mère de me laisser le reprendre au Maroc. Et moi, j'ai voulu, entre guillemets, lui donner une leçon, lui dire non, bah écoute, t'as décidé, alors tu finis ton année. Tu finis ton année, tu fais ce qu'il y a à faire. Mais le gamin, ça y est, il n'en pouvait plus. Il n'en n'en pouvait plus de la France. Parce qu'en fait, il était habitué à la vie quotidienne ici, carrément. Le soleil, etc., le beau temps. Mais bien plus que ça, en fait. Nous, on est né en France. D'accord, Walid? On n'a pas choisi ça. On est né là, on a grandi en France, d'accord? Et c'est notre choix d'être rentré au Maroc. C'est notre choix à nous. On y a passé tous nos étés, des souvenirs extraordinaires, mais on a décidé de rentrer. Alors que notre fils, c'est complètement différent. Il est né en France, mais il est parti tôt, il avait même pas 10 ans. D'accord? Donc, pour lui, il a laissé ses copains, tout ça et tout, et il vivait déjà dans un cadre, on va dire, un peu protégé. Nous, on a grandi dans un quartier, je le regrette pas du tout. C'est la vraie école, pour moi, c'est ça. Ouais. D'accord? Et, bon, alhamdoulilah, moi, j'avais des grands frères aussi où on a été pas mal encadrés. C'est pas donné à tout le monde.
Et à ce moment-là, le fiston, il a dû faire face à pas mal de problèmes qui est aujourd'hui triste à dire, mais le racisme, d'accord, l'indifférence, alors qu'il n'a pas vraiment connu ça, Ouais. d'accord. Ça fait que sa tenue vestimentaire, lui, ça lui a jamais posé de problème, d'accord. Et là-bas, Les ça jeunes, un peu, exactement. Donc moi, j'ai jamais trop aimé les requins. Bah, le petit, il aime bien les requins. En France, t'as des requins, waouh. Jeune de quartier, je Jeune dirais. de quartier. Ouais. Mon fils n'a jamais grandi dans un quartier. Il ne sait même pas ce que c'est un quartier. D'accord? Je vous donne juste une anecdote et on va fermer cette parenthèse-là. Il a eu un contrôle euh, dans le train, musclé, avec pas avec la police, juste avec les contrôleurs. Le lendemain, il les a aperçus. Il est descendu à la première station. Il a dû marcher 3h30 avant d'arriver chez lui. Traumatisé. Traumatisé. Ne voulait plus avoir affaire à eux. Donc, l'enfant est revenu, ça fait plaisir. Aujourd'hui, il est là, alhamdoulilah, ça se passe super bien. D'accord? Donc, pour revenir dans le film, quand j'ai fini de retaper la maison de mon père, Rahmo, on y est resté 1 an. Ensuite, c'est vrai que j'ai touché à pas mal de choses. Je me suis lancé dans l'agriculture. D'accord, ok. J'ai acheté une ferme. C'est bien, ça rentre un peu dans Ouais. l'immobilier aussi. Exactement. Parce que j'ai appris pas mal de choses, j'ai fait pas mal de choses. Donc, au niveau des puits, comment ça marche et tout. Bon, j'ai fait aussi une petite maison avec piscine, des locaux techniques, donc un grand hangar. Donc là aussi, j'ai mis la main à la pâte. J'ai mis la main à la pâte. Bon, ça m'a pas réussi l'agriculture. C'est difficile l'agriculture. Très difficile. C'est bien de le dire parce qu'il y en a plein qui pensent que c'est un business doré, que c'est entre guillemets facile. C'est un bon business, mais c'est pas facile. Je respecte énormément les agriculteurs. J'ai fait ça pendant 3 ans, d'accord. J'y ai laissé tout mon argent. Ça coûte cher. J'y ai laissé, écoutez bien, toutes mes économies. C'est là où je suis reparti à zéro. C'est là où j'ai commencé dans l'immobilier, d'accord. Okay. Mais quand j'ai commencé, j'avais 0 dirham, 0 euro. L'agriculture m'a tout pris. Tu peux dire ce que tu cultivais? Je faisais les oignons, d'accord, la plupart du temps les oignons, les pastèques, les melons, les fruits de saison, d'accord, et l'huile d'olive. L'huile d'olive aujourd'hui, c'est ce que je continue à faire encore, d'accord. C'est ça, c'est rentable à 100%, ouais. Mais c'est de la patience et j'espère plus tard ça sera ma retraite, Inch'Allah. Et mais voilà, pour moi les agriculteurs c'est une énigme. Je t'assure, Walid, c'est une énigme. Je sais pas comment ils font. Ils sont endettés jusqu'au cou, d'accord. Après chaque saison qui est finie, c'est comment dire, un défilé de véhicules de gendarmerie qui vont dans toutes les fermes pour les chèques impayés, tout ça et tout. Ouais, donc faites attention aux chèques. Faut pas rigoler avec les chèques. Je le dis, ça Il souvent, faut pas rigoler avec ça. C'est pas la France. Hein. T'as un chèque à payer, quand j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur Insta sur ça. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient oui c'est vrai j'ai un oncle il est parti en prison, j'ai un tel machin qui est parti. On rigole pas avec ça, les chèques au Maroc faut pas rigoler. D'accord, ok. Et du coup on va repartir dans l'immobilier vraiment. Donc là c'était ton expérience agriculture, ça t'a un peu mis à sec, à zéro. Exactement. Et tu t'es reconcentré dans l'immobilier. Comment? Donc j'ai abandonné l'agriculture et c'est à Emin Tanout la ferme et on est parti à Agadir. On est parti en vacances à Agadir quelques jours. Et ça nous a beaucoup plu. Et on s'est installé à Agadir. Agadir, rien à dire. Ça fait plaisir. Ah oui, non, ça fait plaisir. Là, ça fait quelques années, on est là. J'ai encore ma femme qui me dit, s'il te plaît, ne viens pas me voir un jour, nous dit, qu'on déménage. Ouais. Tu déménages, moi je reste ici. Hein. Parce qu'elle est bien à Agadir. Parce qu'elle est très très bien à Agadir. Non, mes enfants sont très très bien à Agadir. On a une belle communauté, on a une belle ville. D'accord. Qui s'améliore en plus. Exactement, des infrastructures extraordinaires et on a de tout en fait. On a beaucoup d'éméreux, c'est vrai, mais on est aussi intégré avec les Marocains. Exactement, très important, franchement très important. Donc c'est le noyau d'Agadir aussi, hein, faut pas oublier, d'accord. Donc ils profitent de nous et on profite d'eux aussi. Bien sûr. Donc on s'est installé à Agadir, c'est là où on a mis nos enfants à l'école et tout. Et j'en rigole parce que
Et les souvenirs. C'était hier, hein, je me rappelle. Mais du coup, c'était dur au début. C'était très dur, ouais. C'était très dur, mais en fait, je l'ai pas vu comme une difficulté. Comment dire? Je te cache pas que j'ai été aidé entre guillemets par mes frères parce que je les remplaçais dans leur centre auto à Paris parce que moi j'avais vendu le mien, j'avais tout vendu, Ouais. d'accord? Et pour gagner un peu d'argent. Donc Okay. ce que je faisais en un mois et demi, ça m'est déjà arrivé parfois de rester 2 mois. J'avais une petite somme que je ramenais avec moi ensuite à Agadir. Et tu vivais avec. Ça nous permettait en fait de pouvoir vivre sereinement pendant un petit moment, d'accord. Et c'est là où j'ai commencé. Il me semble, ouais, c'était des toilettes salle de bain que j'ai commencé. Je me rappelle, j'ai pris Donc t'es reparti à la rénovation de vraiment d'entrée quoi, d'entrée. Exactement. Je crois que on parlait de ça. J'ai dit bah écoute, moi ça je peux te le faire. C'est 3 fois rien, tu vois. Et je me rappelle quand c'était hier, quand je suis parti, j'avais ma petite Opel Zafira, hein, que je sortais tous les 6 mois. Et c'est ma choupette. Je l'appelais ma choupette. Elle fait partie de la famille. Et elle a connu tous mes premiers chantiers. Je me souviens de cette voiture. Et donc je me rappelle avec mon marteau et mon burin. Donc c'est là où on a commencé à casser le carrelage dans cette fameuse salle de bain et toilette qu'on a retapé. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait Monsieur Djoumin d'ailleurs, petit bonjour à Djoumin de Marrakech, les Fit. Ouais. J'ai fait son cabinet aussi. Et après j'ai fait un petit appartement. Faites attention aussi quand vous achetez les appartements sociaux. Économique. D'ailleurs, c'est l'un des vrais premiers chantiers, celui-là. C'est-à-dire, c'est une personne qui a acheté un appartement économique, donc tout neuf, à 25 000 euros, que j'ai refait entièrement. Ouais. Après, c'est connu. Ouais, cuisine, électricité, plomberie, sol, parquet, peinture, ouais, tout. Franchement, on a tout refait. Après, attention, hein, je vais pas dire pour une famille lambda et tout ça et tout, c'est excellent, d'accord. Mais pour des personnes où on va mettre des plaques, où on va mettre des fours, un bon frigo, déjà là l'électricité il est plus d'actualité. D'accord? Tu veux mettre des clims, alors là il est hors de question d'avoir des clims avec l'électricité qui est mise en place. Ça va sauter directement. Directement, d'accord? Le carrelage, c'est de la colle qui est pas chère du tout. C'est-à-dire que tu prends une bonne douche chaude, le carrelage il tombe tout seul. Ça me fait rire. Pourquoi? Parce que quand j'ai retapé cet appartement-là, mes gars qui travaillaient avec moi, ils ont récupéré tout le carrelage. Parce qu'on n'a même pas besoin de le casser, il suffisait juste de le taper un peu et hop, il tombait. Okay. Et ils ont tout récupéré, donc ça a aidé pas mal de mes gars, ça aussi. Donc, d'ailleurs, j'ai fait aussi un petit chantier chez ta sœur, tu te rappelles? Ouais. Ils étaient satisfaits, ça va ou pas? Ouais, non, très bien. Ouais, alhamdulillah. Et du coup, vraiment, ça s'est fait petit à petit comme ça. Donc, tu prenais vraiment des petits chantiers. Petits chantiers. Jusqu'à arriver à la rénovation du logement entier. Et comment tu trouvais tes clients? C'était quoi, bouche à oreille? Ouais, c'est exactement le bouche à oreille. En fait, il faut savoir que dans ce domaine-là, faut être fort mentalement, psychologiquement. Parce que t'entends de tout. D'accord? Et je vais pas t'apprendre, Walid, hein. Moi, je vais te raconter une chose, toi, tu vas la raconter à une autre personne, avec une autre phrase, et l'autre, et ainsi de suite. À la fin, c'est plus du tout ça. D'accord? Donc, j'ai entendu pas mal de choses. Non, mais il est cher. Non, mais ça prend du temps. Non, mais la rénovation. Donc, j'ai levé un peu le pied sur la rénovation parce qu'il n'y a pas plus difficile que la rénovation. Ouais. Tu sais pas à quoi t'attendre, en fait. Quand tu casses, t'as toujours des surprises. Et ça, les clients, ils aiment pas les surprises. D'accord? Donc, non, mais je veux rien savoir. Moi, tu m'avais dit ça. Bon, ok, oui, c'est vrai. Bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu prends un peu d'expérience et tu dis, bon, quand tu signes une convention sur de la rénovation, tu fais signer comme quoi, s'il y a des surprises, ça sera à la charge du client. Ouais. D'accord? Donc ça, je l'ai su plus tard. D'accord. Donc au début, surtout quand tu débutes, t'oses pas vraiment. Tu te fais marcher dessus. Et comment ça s'est passé? Moi, c'est une question qu'on me pose souvent. J'imagine que du coup, tu travaillais avec des locaux, des Marocains locaux, les ouvriers, tout ça. Comment ça se passait? Comment tu les recrutais? Est-ce que ça se passait bien?
Alors, ça c'est la partie la plus compliquée. En toute honnêteté. Hein. En toute honnêteté, c'est la partie la plus dure. Au jour d'aujourd'hui, j'en subis encore un peu les conséquences, mais vraiment légèrement. Parce que maintenant, on est connu, alhamdoulilah, y a pas mal de personnes qui frappent à nos portes pour demander à travailler avec nous. Mais j'ai dû changer un nombre incalculable de fois d'ouvriers. D'accord? À cause de quoi? À cause de... c'est pas souvent leur incompétence, mais c'est leur mentalité. Il faut savoir que notre conscience professionnelle qu'on nous a inculquée à l'étranger n'est pas la même qu'ici. En fait, ici, c'est un peu du, je vais pas dire je m'en foutisme, mais bon, matrafche, al-Hasabi. Non, t'inquiète pas, à la fin, tu le verras pas. Non, mais moi, je veux pas le voir. Je veux quelque chose de carré dès le départ. Non, mais t'inquiète, al-Hasabi, tu verras, on va faire ça va tenir. Tu comprends? Ouais. Et ça a été vraiment c'était vraiment quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Du coup, ça a mis du temps pour que j'ai mis énormément de temps. Et on parle pas en semaines ou en mois. On parle en années. Hein. On parle en années. Pour avoir ton équipe d'ouvriers fiables, etc. Exactement. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 5 ans. Aujourd'hui, je peux envoyer, par exemple, une équipe et je vais pas me dire, oh punaise, qu'est-ce qu'ils vont me faire ou quoi que ce soit. C'est l'équipe que je vais envoyer, elle a un responsable et elle sait très très bien comment ça fonctionne. Je l'ai formé d'une manière où en fait chaque semaine on passe derrière, ils sont là tous les jours, mais on est là comme le client et voir un niveau largement au-dessus du client. Ça c'est quoi ça pourquoi ci, pourquoi ça. Tu comprends ou pas? Ouais, après ça s'appelle aussi de la formation. C'est comme ça qu'après exactement. Et c'est là où la difficulté elle est, Walid, c'est cette formation-là, c'est pas tout le monde qui veut l'apprendre. D'accord? Il faut savoir que la plupart, ils ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Et j'ai du mal à le comprendre. J'ai déjà travaillé avec des personnes qui se contentaient de gagner suffisamment d'argent, et écoute-moi bien, Walid, suffisamment d'argent pour pouvoir vivre une dizaine de jours. Son téléphone, il est éteint, le gars. Ça y est, il a 10 jours. Et il va attendre vraiment le 10e jour où il a plus d'argent pour venir, tu vois? Et le gars, il est complètement Mais ça, tu vois, décalé. Ça fait partie du charme des Marocains. Tu sais, ils sont no stress. Tu vois, des locaux, je parle, tu vois. Mais le stress, c'est nous qu'on l'a avec nos clients, tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois, c'est comme quand tu vas au Sorc acheter des fruits et légumes. Tu vois, quand c'est l'heure, par exemple, du repas, ou même des fois l'heure de la salade. Ah ouais. Et toi, t'as un client, tu dis, passe-moi, non, ça y est, j'ai commencé à ranger, tu reviens dans 1 heure. Et il en a rien à faire de tes 2 kilos. Le client est roi ici, ça n'existe pas. Voilà. Et tu sais, et moi, ça, c'est un truc que j'aime trop ici, à ce niveau-là, en tout cas. Oui. Après, je comprends que quand tu gères un chantier, tu rigoles pas. Mais là, je mets un petit point dessus, Walid. Là, c'est un peu aussi, je vais pas parler de culture, mais c'est un peu de la religion. Ouais. C'est en fait, ici, c'est du tawakkul. Ouais, eux, ici, tawakkul, c'est la confiance en leur Seigneur. Ouais. C'est pas nous qu'on leur donne de l'argent, c'est leur Seigneur. Et ça, je leur tire mon chapeau pour ça, c'est clair. Hein. Ils sont no stress. Ah, ça, c'est vrai qu'ils savent qu'ils vont manger. Moi, si je te donne une anecdote, je fermais le garage à midi. Je t'assure, midi moins 2, il y a un client, il venait, il me dit, il y a 4 pneus. Mais Nordine, reste là. Hop là, et je viens, je mets la main à la pâte, hein, je démonte les roues, hop là, mais 4 pneus, c'est aucune chance, je laisse passer ce client-là. Alors que eux, on repasse d'ici 3 quarts d'heure en train de manger. Normal. C'est vrai. Normal. C'est vrai. Et honnêtement, il faut leur tirer le chapeau pour ça. Mais carrément. Et peut-être que nous, comme on a grandi en France, on a un peu cette double culture, tu vois. C'est quelque chose qu'on pourrait pas faire. En tout cas, un peu moins. Ok, d'accord. Parfait pour ton parcours. Et du coup, quand t'as à force de ces rénovations, de bouche à oreille, de prendre des logements, etc., t'en es venu à la construction de A à Z, j'imagine. Exactement. J'ai commencé à construire, pour être honnête avec toi, Walid. J'ai pas commencé directement avec des maisons. J'ai commencé à construire des piscines. D'accord? Okay. J'ai passé une formation en France et j'ai commencé à faire des piscines.
Donc j'en ai fait un peu partout au Maroc. Ça, c'est mes premières, on va dire, constructions, parce que ça reste vraiment de Bah la oui, construction. ouais, Il faut carrément. savoir que dans les piscines, tu as tous les corps de métier. Hein. Mm. Tu as du génie civil, tu as plomberie, électricité, carrelage, il y a de tout. C'est vrai. Franchement, il y a de tout. Hein. Euh, du béton, du béton armé. Tu as besoin, sur certaines piscines, tu as besoin carrément d'un bureau d'études. D'accord? Donc, c'est vraiment pas quelque chose à sous-estimer, les piscines. Hein. C'est vraiment un travail, et là, d'orfèvre, on va dire, entre guillemets. Mm. Parce que l'eau, il n'y a pas plus pire que l'eau, quoi. Et toi, Au niveau des tu t'es fuites mis et sur tout. ça, t'as vu qu'il y avait de la demande, il y avait Ah oui, un business, un potentiel. un gros potentiel. En fait, il faut savoir que la culture marocaine, et ça, on le sait, Walid, avec nos parents et nos grands-parents, et on a une maison, on a un terrain de 200 mètres carrés, nos parents construisaient 190 mètres carrés. Les 10 mètres carrés restants, c'était pour tourner autour de la maison. C'est vrai. D'accord? Donc, ils n'avaient pas cette culture. Jardin, c'était ça. Exactement. Donc, nous, aujourd'hui, c'est jardin, c'est piscine, c'est barbecue, c'est jouer au foot avec les gamins. D'accord? Et là, ça commence vraiment, vraiment à se développer, ça. La nouvelle Donc, les gens, génération. exactement. Ils veulent leur coin de jardin, ils veulent leur coin barbecue, ils veulent leur salon enterré, ils veulent leur piscine. Donc, l'avenir des jardins, là, il a un gros potentiel, et Avis aux amateurs qui veulent se voilà. spécialiser dans l'immobilier dans une niche précise. Et du coup, donc, à partir des piscines, t'es À parti partir des sur la piscines, construction. je vais juste, si tu me permets, Walid, faire une petite parenthèse, par rapport aux piscines aussi, sachant que aujourd'hui, le monde, pas que le Maroc, mais le monde connaît des restrictions Oui. drastiques au niveau de l'eau, et qu'on est tous concernés par ça. Nos enfants le sauront encore plus, et nos petits-enfants encore beaucoup plus. Faut savoir qu'il y a pas mal d'alternatives, d'accord? Et aujourd'hui, au Maroc, ça se développe énormément aussi, d'accord? Je dis un petit exemple, par exemple, tout ce qui est récupération d'eau. Donc, on va dire, oui, à Gadir, il pleut pas beaucoup. Oui, mais on se lave souvent les mains, on fait souvent la douche. À part l'eau des toilettes, on peut récupérer tout l'eau de la maison, d'accord? Et elle passe dans une cuve, et elle passe dans des filtres de traitement, et cette eau-là peut être réutilisée pour pouvoir remplir la piscine, pour pouvoir arroser notre jardin. Franchement, aujourd'hui, on a des moyens pour utiliser l'eau à son paroxysme, sans aucun gaspillage. C'est vrai. Sans aucun C'est vrai, tu fais gaspillage. bien, C'est tu ma fais petite bien. parenthèse à dire, parce on peut dire, ouais, franchement, abuser les piscines, mais franchement, on peut utiliser l'eau très intelligemment. Non, mais tu fais bien de le dire. Tu fais bien de le dire. D'accord. Et du coup, donc, des piscines à la construction. Des piscines à la construction. Ma première construction, je l'ai faite à Agadir. Donc, c'est un couple de Français pas éméreux de souche, Oui. qui ont acheté une maison plein pied, Ok. ancienne construction. Et il faut savoir qu'il y a des quartiers, avec l'évolution des lois et tout, où on a ensuite des droits de construire en R+1, R+2, tu connais ça. D'accord? Par exemple, il y a 10 ans, cet endroit-là, c'était que du rez-de-chaussée. Aujourd'hui, tu as le droit de construire 2 étages. Donc cet endroit-là, il a été éligible à un R+1, villa R+1. Et là, ça a été des bonnes affaires pour les personnes qui avaient de l'argent à ce moment-là. Dans ce couple-là, on a rasé, d'accord, D'accord. et on a construit la villa R+1. C'est mon premier vrai chantier dans mon Balek. Et ensuite, là, ça s'est pu arrêter. Construction, bâtiment à Tanger, construction maison aussi à Agadir, Marrakech. J'ai pas arrêté définitivement les rénovations, parce que j'ai fait pas mal de rénovations, Bosnica, Casablanca, des appartements que on retape souvent, c'est les appartements en bord de mer, dans les résidences, d'accord. Quand c'est pas fait avec des bons matériaux, euh, ça dure pas très longtemps. Ouais. Ça dure pas très longtemps. Mais t'en fais moins. Donc, j'en fais moins. J'en fais moins parce que ça prend beaucoup de temps. Il y a un suivi tout particulier. C'est pas comme les constructions. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de conducteurs de travaux, des chefs d'équipe,
Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. D'accord. Et ensuite, comme tu dis, ça s'est enchaîné après. C'est quoi? C'est bouche à oreille ou t'as fait toi un travail de pub ou pas du tout? Alors, C'est que du pas bouche du à tout. oreille, que Pas du du réseau. tout. On me l'a reproché. On me l'a reproché d'ailleurs de pas être dans les réseaux sociaux. Faut dire que je suis pas vieux, mais bon, j'ai 40 ans. Le seul réseau social que je connais réellement, c'est WhatsApp. Et encore, en niveau réseau social, c'est Ouais, c'est un peu différent, mais oui. ouais, un peu différent. Même, je vais même te dire, Facebook, j'ai pas trop été Facebook, quoi. Après, c'est pas plus mal, hein. Donc, Les réseaux sociaux, il n'y a pas que du bon dessus. Donc, et en plus, apparemment, j'utilise pas WhatsApp comme il se doit. oui. Donc, Surtout au niveau business, maintenant, WhatsApp a développé beaucoup de choses. Exactement. Pour les Et j'y suis pas, j'y suis pas. Faut dire que je travaille avec une personne, Kevin, dont J'essaierai apparemment, d'avoir un interview, Inch'Allah. Inch'Allah, exactement, qui travaille avec moi à mi-temps, si on peut dire ça. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est Digital. digital. Exactement. Et j'aimerais sincèrement pouvoir faire une formation pour me mettre à la page. Je t'assure, Walid, je trouve pas ce temps-là. Non, mais c'est normal. Mais après, Je trouve pas ce temps-là. chacun son métier aussi. Ouais, Tu vois, ouais. c'est ça qu'il faut se dire, c'est que des fois, quand t'as pas le temps, tu délègues et quelqu'un qui s'en occupe à ta Exactement. place, il va le faire Mais mieux par contre, et tu vois. moi, je suis dépassé. Ouais. Je le dis, je n'ai pas honte, d'accord? Mais je suis vraiment dépassé par les réseaux sociaux. Mais je trouve que c'est plutôt bon signe pour toi parce que si tu bosses autant, Allah Ibarak, sans avoir de réseau sur les, enfin, sans être sur les réseaux, juste avec du bouche à oreille, etc., c'est plutôt, il y a de la qualité, que les gens sont satisfaits et qu'ils te font ta pub pour toi, en fait. Tu vois. En fait, c'est mes meilleurs commerciaux. Bah oui. Pourquoi? Parce que c'est pas un tel qui m'a dit. C'est des personnes chez qui j'ai travaillé. D'accord? Je dis pas, attention, hein, que tout est beau, tout est rose, tout est parfait. Ouais. Tout serait parfait directement, personne n'aurait un service après-vente. Ferrari n'aurait pas de service d'après-vente, Mercedes non plus. D'accord? Bouygues, qui est une grande entreprise internationale dans le bâtiment, d'accord? Ce qui est important, c'est action-réaction. Il y a des choses où il y a eu un souci, tout de suite l'équipe est là derrière pour rectifier la chose. Ça, c'est ce qui fait aussi vraiment, vraiment la différence. D'accord? On a des garanties. Après, ça se passe pas comme en France, les garanties décennales, tout ça et tout. Là, c'est vraiment encore autre chose. Ouais. D'accord? Mais on a des conventions, des contrats avec nos clients, alhamdoulilah. Là, je pense que c'est bien parce qu'on a fait un peu le tour de ton parcours. On n'est pas rentré en détail sur chaque partie parce que t'en as vécu des choses et peut-être que ça sera l'occasion d'autres interviews, notamment pour la partie enfance, scolarité, parce que ça, c'est des questions qu'on me pose aussi, d'avoir un peu le retour d'expérience, les choix. J'ai connu pas mal de choses, entre mais on va rester, la maison. On va rester sur l'immobilier. Je garderai ça pour une autre interview. Ça fait un petit teaser. Donc voilà, on va rentrer dans la deuxième partie de l'interview. On va répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Je les ai là devant moi. Hop. Avant de rentrer dans la deuxième partie de l'interview, sache que tu trouveras de nombreuses réponses qui t'aideront à t'installer au Maroc et aussi à préparer ton déménagement dans mon guide Partir vivre au Maroc. Les liens sont dans la description. Arbi, je vais lui poser les unes après les autres. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc, tu répondras au reste des questions sur YouTube. Avec en tout plaisir. cas, dans la limite de tes connaissances, Inch'Allah. Et on commence tout de suite. Donc, la première question, c'est pas vraiment une question construction, mais c'est plus une question, toi, de ton avis. Salam alaikum. Airbnb, est-ce que c'est rentable et est-ce que c'est un vrai projet pour vivre au Maroc? Donc là, il y a un peu de la gestion locative. Je sais pas si tu connais dans ce domaine-là. Par exemple, avec 2 appartements à louer. Alors, Airbnb, je valide à 100%. Je fais moi-même, alhamdoulilah, au fil des années, j'ai pu faire une maison que je loue sur Airbnb, d'accord, la Villa du Repos, pour ceux qui veulent aller voir. C'est bien, je mettrai le lien. Ouais, bien sûr. Je mettrai le lien en description. Et alors, comment on utilise Airbnb, Walid? Moi, je l'utilise de la manière où mes premiers clients, d'accord, c'est Airbnb qui nous ramène. Donc, c'est normal qu'ils prennent leur com. C'est leur boulot, tout ça et tout. On utilise leur plateforme. D'accord? Mais il faut savoir que, arrivé à un certain moment, on n'a plus besoin d'eux. Parce que ça y est, tu t'es fait ton propre réseau. D'accord? Les personnes, ils ont été satisfaits de ton produit, satisfaits de l'accueil, satisfaits du service. Les gens, ils veulent plus changer. Ils veulent rester avec toi. Et ces gens-là, ils vont t'envoyer leurs amis, leur famille. D'accord? Et ainsi de suite. Tu crées ta propre toile et tu la fais toi-même. La question, l'Arabie, est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu peux vivre
Avec du Tu Airbnb. peux vivre avec du Airbnb. Tu n'auras plus besoin de Airbnb. Oui, oui. Mais là, je pense que Avec, la question de la personne, c'est surtout avec la location courte durée, est-ce que tu peux en vivre financièrement? alors, courte durée, je valide à 100%. Longue durée, c'est autre chose. Ouais. Il faut savoir qu'un appartement, tu vas le louer, si tu es bien placé, si c'est un bel appartement meublé, tu vas le louer entre 3000 et 5000 dirhams. T'en as deux, on est quand même entre 6000 et 10 000 dirhams. C'est pas des salaires que les profs ils ont ici, hein, ou des directeurs qu'ils ont. Hein. On parle des directeurs d'agence. C'est eux qui ont des 10 000 dirhams. Ouais. Ok. Donc pour pouvoir y vivre, si je réponds vraiment à cette question-là, il faut que tu sois déjà propriétaire de ton propre appartement ou ta maison. Que t'aies pas de loyer à payer. Que tu n'aies pas de loyer à payer et que tu as 2 appartements à côté, mais c'est le jackpot. Si tu le fais en longue durée, alors si tu le fais en courte durée, bon, il va pas falloir non plus rester les bras croisés, Ouais. d'accord? Être sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de groupes au Maroc sur pas mal de villes et on voyage souvent. La seconde question, salam alaikum, le coût d'une construction de villa de 400 mètres carrés habitable. Là, c'est une question qui est trop ouverte. Ouais. Qui est beaucoup trop ouverte. C'est-à-dire que là, on est sur 400 mètres carrés. Sur combien d'étages? Rez-de-chaussée, premier, sous-sol? Est-ce qu'on est sur un plein pied? Parce que oui, il y a des pleins pieds de 400, 500 mètres carrés. D'accord? Cette construction-là, elle est basée sur quoi? Du moyen de gamme, du haut de gamme, du standard. D'accord? Quand je dis ça, comment vous éclairer? Par exemple, je vais parler de carrelage. Est-ce qu'on est sur du carrelage de 1,20 m par 60? Ou est-ce qu'on est sur du 60-60? Ou du 40-40? D'accord? Ça va faire la différence. Mais quand je dis la différence, c'est du simple au double. Ensuite, l'électricité. L'électricité, il y a plusieurs marques. D'accord? Les câbles électriques, tu peux gagner 50, 30 dirhams par rouleau. Et une maison de 400 mètres carrés, tu vas pas mettre 1 ou 10 rouleaux. Tu vas en passer des rouleaux. D'accord? Okay. Surtout si tu es dans les normes. Ensuite, on va parler de faux plafonds. Est-ce que tu vas mettre des LED? Est-ce que tu vas mettre que des spots? D'accord? Est-ce que tu vas mettre des rouleaux, des rideaux électriques, des baies vitrées? Est-ce que c'est des baies vitrées standards de 2,50 m ou 3 mètres? Est-ce que les hauteurs, excuse-moi, elles sont standards aussi? Ta hauteur plafond, est-ce qu'on est sur du 3 mètres? Est-ce qu'on est sur du 2,80 m, voire 3,50 m? Là, je fais une maison sur Marrakech, on a hauteur de plafond 4 mètres. Je te laisse imaginer, Walid, la clim qu'on a mis, c'est une clim de 60 000. 60 000. C'est hyper puissant. Hyper puissant. Mais attends, on parle de hauteur de 4 mètres. Le salon, il fait plus de 100 mètres carrés. T'imagines le nombre de mètres de cubes qu'il y a, c'est énorme. C'est énorme. Donc, on peut pas répondre à cette question-là. C'est impossible de donner un. On peut pas. C'est repose là, tu la reposes avec un peu plus de détails. D'accord? Et 400 mètres carrés, quoi qu'il arrive. Donc, avis à ça restera un bon budget. Ouais. Un bon budget. T'as pas un minimum à donner? Ça va être dur, c'est impossible. Si tu peux pas, tu peux pas. Hein, bah, franchement, tu seras pas. Est-ce qu'on parle de finition ou construction? Je pense qu'il y a tout. Hein. Il y a tout. Ouais. Franchement, t'es à 500 € le mètre carré. Minimum. Voilà. Et la personne qui a posé la question, libre à toi d'ajouter du contexte et de la précision en commentaire. Et l'Arabie se fera un plaisir de te donner un chiffrage un peu plus précis pour toi. Elle a une deuxième question, cette personne-là. Est-ce qu'on est obligé de prendre un conducteur de chantier lors de la construction? Alors, est-ce qu'on est obligé? C'est simple. Est-ce que toi, tu es du métier? Est-ce que toi, tu es prêt à avoir des cheveux blancs? D'accord? Et ça, tous les jours, de 8h du matin jusqu'au soir. Et que c'est toi le dernier qui sort du chantier. Est-ce que tu es capable de ça? Oui ou non? C'est très bonne réponse. Franchement, je pense que tu as répondu comme ça. Ouais, je peux pas dire mieux que ça. Prochaine question. Est-ce que c'est mieux de faire construire ou d'acheter une maison déjà toute faite? Et franchement, ça c'est une question qui est hyper pertinente et moi elle m'intéresse la réponse. Mais carrément. Alors, je vais vous répondre. En France, c'est mieux d'acheter une maison déjà construite et qu'on va retaper, il y aura une plus-value. Pourquoi? Parce que on va acheter la maison par rapport à l'état dans lequel elle est. Et on va pouvoir négocier. Alors qu'au Maroc, écoutez bien, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Une maison, quand tu l'achètes, qu'elle soit opérationnelle ou Oui. catastrophique, ça sera le même prix. Alors oui, vous m'avez bien entendu. C'est à n'y rien comprendre. Mais on s'y fait. On s'y fait. Au Maroc, c'est comme ça. Donc acheter une maison, c'est compliqué. Ou alors, faut acheter une maison qui est déjà bien finie. Voilà. À moins que tu as fait une bonne affaire. Et oui, même si j'ai dit ça, il y a des bonnes affaires. Il y a des personnes qui ont hérité d'une maison. Et là, ils vont la vendre à un bon prix parce qu'ils veulent la vendre tout de suite, maintenant. Tu as des personnes qui ont besoin d'argent. Alors oui, ils vont vendre des biens très rapidement à des prix vraiment défiant toute concurrence. Là, il n'y a pas de souci. Tu peux acheter déjà construit. Mais mon conseil, si tu as un budget, et quand je dis si tu as un budget, mais vraiment un budget qui est posé à la banque ou sous ton lit, oui, construis. Construis parce que tu vas gagner de l'argent, tu vas faire selon tes désirs et tes goûts, et je suis persuadé que tu seras satisfait plus que si tu achètes une maison que tu vas retaper. Très clair. Prochaine question. Lorsqu'on achète au Maroc, quelles sont les choses à vérifier absolument? Alors, est-ce que là on parle en termes de papier ou en termes de construction quand tu vas tourner autour de la maison? Là, je pense que la personne elle parle de construction, des choses à À vérifier. part de construction. Ouais. Là, j'ai envie de te dire, tu peux pas trop vérifier. Avec tes yeux, on peut pas vérifier, on n'est pas Superman. Ouais. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que chaque construction, si ça a été fait dans les règles, c'est-à-dire avec un permis de construire, d'accord, un cahier de chantier, un bureau d'études, et là, tu peux suivre étape par étape. Comment? Je m'explique. Le bureau d'études, d'accord, c'est lui qui a le plan béton armé, d'accord. Ça, c'est l'ingénieur qui va le faire par rapport au. Et tu mettras des photos, Walid, je t'en passerai. Par rapport au plan de l'architecte, l'ingénieur va concevoir le plan béton armé. Combien de tonnes de fer? Est-ce que là, c'est du diamètre 14, 10, 12, 8, d'accord? Et ensuite, le béton. Et là, le bureau d'études, c'est quoi son travail? C'est que il va venir au chantier quand le ferraillage sera fini. Et là, c'est à eux de vérifier et de voir que tout est fait. Et à ce moment-là, s'ils tamponnent ton document, c'est que ça a été validé et que c'est dans les normes, sachant par exemple que à Agadir, une construction à Agadir, ça sera pas la même qu'à Casablanca ou à Marrakech. D'accord. On a des normes sismiques qui sont hors Tanger, ça sera rien à voir. Donc c'est plus cher ici. C'est plus cher ici. Parce que ici, on a encore le souvenir de 62 ou 60. Du coup, là, avec le séisme qu'il y a eu en plus là au mois de septembre. Et aujourd'hui, on a vu qu'il y a aucun bâtiment à Agadir qui n'a été touché, impacté par le séisme. À part, ça c'est moi qui pose la question. Tu penses qu'à Marrakech ça va arriver ces normes-là, vu que là-bas aussi il y a ça a déjà changé. C'est vrai. Bien sûr. Donc il va y avoir des normes anti-sismiques. Ah oui, là déjà les permis de construire ils ont ralenti tout ça et tout parce que il y a pas mal de choses qui est en train de se faire dans les bureaux du royaume. D'accord. Ça c'est bien de le savoir. Donc ce bureau d'études là, quand il valide ton ferraillage, là tu peux passer ensuite pour couler ta dalle. D'accord? Ouais. Une fois que ta dalle est coulée, ils doivent revenir pour pouvoir, avec une carotteuse, extraire une partie du béton et ensuite l'emmener pour être vérifié. Et là, si c'est bon, et tu as un deuxième cachet, et là, en fait, ton gros œuvre est validé. Et là, tu sais que ça a été fait dans les normes. Donc, quand t'achètes, tu peux demander tout ça. Ah, mais bien sûr. Si tu n'as pas ça, d'accord, comment on sait que la maison a été faite dans les normes et qu'on a suivi à la lettre le plan du béton armé? Donc, si le propriétaire, il peut pas te donner ces documents, c'est pas bon signe. C'est pas que c'est pas bon signe, c'est qu'il a pas voulu payer. Ouais. Et alors, est-ce qu'il a fait des économies sur le ferraillage? Est-ce qu'il a fait de l'économie sur le béton? Voilà. On ne le saura jamais, à part un bureau d'études. C'est pour ça qu'on est suivi tout au long des chantiers. Okay. Nous, on travaille avec des bureaux dont tu connais le frère Abdelkarim, que tu pourras bien sûr aussi interviewer. Oh, t'en as pas mal à interviewer. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde.
Ancien MRE aussi. Ancien MRE, exactement. Et On lui un demandera. parcours extraordinaire lui Ouais, aussi. Hein. on lui demandera s'il veut venir. Combien de temps, du coup, dure la construction d'une maison sans étage? Sans étage, ça va très très vite. Le gros œuvre, il faut compter 2 mois minimum, 3 mois maximum. D'accord. Et avec les finitions? Avec les finitions, tu rajoutes 6 mois. D'accord. Pour une maison de 200 mètres carrés avec jardin, piscine, minimum c'est 6 mois. Minimum. D'accord. Minimum. Mais gros œuvre, en 2 mois, c'est plié. En 2 mois, c'est plié. Et franchement, une bonne entreprise, d'accord, où elle n'a pas de problème de paiement et Oui, et bien qui est sûr. indépendante, qui a son matos, en 2 mois, c'est plié, ouais. En 2 mois, c'est plié. Ok, très clair. Et bah là, la même personne pose la question, doit-on forcément venir surveiller le chantier régulièrement? Ça recoupe avec la question qu'on avait avant avec le conducteur de chantier. Exactement, il faut C'est lui avoir qui te protège de ça, quoi. une bonne entreprise. Si tu as une bonne entreprise, en fait, il faut savoir quand tu signes un contrat avec un client, moi j'ai plusieurs contrats que je leur signe. Tu as une convention au niveau des tarifs de chaque domaine. Ensuite, tu as des prescriptions techniques, d'accord? C'est là où on sait, par exemple, avec la clim, quelle marque tu vas utiliser, quelle marque d'électricité tu vas utiliser, les câbles et tout, d'accord? Tout ça, c'est une fois que tout est clair avec le client, franchement, là, le client, il peut venir au bout de 2 mois, 3 mois, il a juste à vérifier la marque de ci, la marque de ça, non? On regarde la convention, on regarde la prescription technique, on devait avoir ça, ça. En fait, il a les supports pour pouvoir parler avec la société qu'il a engagée. D'accord? Mais par exemple, si on prend des tachons ou quoi que ce soit, on va plus être sur Qu'est-ce que c'est tu m'as dit un tachon pour un ceux qui tachon, nous écoutent? un tachon, c'est quelqu'un qui va te faire un prix défiant toute concurrence. D'accord? Parce qu'il n'a pas de société, il paye pas d'impôts, il n'a pas de numéro de patente, il n'a rien du tout. Tu vois? Ouais. Il va louer, attention, je suis pas en train de les dénigrer ni quoi que ce soit, hein, ils ont rendu d'énormes services. Parfois, il y en a, ils ont super profité de ça. Il y en a pour qui ça s'est très mal passé. Donc, voilà, C'est quoi, c'est un conducteur de chantier au final aussi, non? c'est un conducteur de chantier à la Hsabi. Ouais. Tu vois? T'inquiète pas, à la Hsabi. Mais s'il y a un souci, il va pas pouvoir payer de sa poche. Ouais. Et tu vas pas pouvoir te retourner contre lui. D'accord? C'est quelqu'un qui va faire appel à tous les domaines d'électricité, plomberie, parce qu'il les connaît, et les faire venir. Ce ne sont pas ses gars à lui. D'accord? C'est comme de la sous-traitance gérée par une personne. C'est lui qui va superviser le chantier, il gère tout. Voilà. Et matrache. C'est ça, matrache. En fait, je vais te faire une petite parenthèse. C'est comme les appels d'offres. D'accord? Les clients qui ont beaucoup d'argent, qui veulent pas se casser la tête, donc ils vont prendre des cabinets qui vont s'occuper de ça. Ils vont envoyer des appels d'offres. Comment ça s'appelle? Ils vont envoyer des appels d'offres, mais pour chaque domaine. Plomberie, électricité, gros œuvre, clim, pisciniste, tu vois? Et comment ça se passe? Ils envoient donc des lettres à tout le monde. Les devis, ils les font. Ils les reçoivent et ils les ouvrent, d'accord? Avec les clients, et ils vont. Par exemple, la première, c'est la plomberie. On ouvre la première. OK, pour cette villa-là, ça. Le gars a mis 300 000 dirhams. OK, on la pose, 300 000 dirhams. On ouvre la deuxième. La deuxième, il y en a pour 600 000 dirhams. Waouh, on est déjà le double. OK, on va voir ce qui se passe. On ouvre la troisième. La troisième, on a 620 000. OK, bon, j'en ai déjà deux, c'est à peu près pareil. Un, c'est 2 fois moins cher. Et on a la quatrième enveloppe. La quatrième, là, on est à 900 000 dirhams. D'accord? Qu'est-ce que t'en penses, Walid? T'as ces 4 enveloppes-là, qu'est-ce qu'il y a? On a 300 000 et on a 900 000. 300 000, on l'oublie. Parce qu'on est du métier, on sait aussi. Donc, le cabinet, il sait très bien. Lui aussi, il a valorisé le chantier. D'accord? Et il sait à peu près où ça se trouve. 300 000, il sait que c'est quelqu'un qui va prendre une avance et qui va disparaître. D'accord? 900 000, c'est quelqu'un qui t'a massacré. D'accord? Et on sait même pas c'est quoi son taf. Alors que celui de 600 et 620 000, là, on a les deux sociétés, entre guillemets, sérieuses, qui ont vraiment bien établi un devis selon la demande. D'accord? Là, maintenant, on va se pencher sur eux. Est-ce qu'ils ont payé, ils sont à jour avec les impôts, les taxes, d'accord? Et ensuite, on va les rencontrer et on ira voir leur chantier. Et ensuite, là, on choisira entre l'un des deux.
Et celui, par exemple, on a choisi celui-là de 620 000, on va dire, écoute, il y en a un à 600 000, essaye, est-ce que tu peux t'aligner? On va lui faire sucrer ses 20 000. Mais on aura trouvé, à la fin, la bonne entreprise. Alors qu'un Tachon, on sait pas. Ah ouais. C'est ni entreprise, ni rien. C'est peut-être le gars qui vient avec son sac à dos, qui, tu vois. Ouais. Il y en a, attention, tu peux tomber sur des perles, parce que moi-même, j'ai recruté des personnes comme ça, c'est des personnes extraordinaires. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est la roulette russe. Question suivante. Assalamu alaikum. Comment trouver des fournisseurs de matériaux fiables? Alors, aujourd'hui, c'est même plus un problème au Maroc. C'est même plus un problème. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Quand je dis il y a tout ce qu'il faut, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Après, si vraiment tu es quelqu'un de déterminé et qui veut économiser jusqu'au moindre centime et que t'as pas peur de bouger et que tu as le temps, oui, tu pars à Casablanca. Parce qu'il faut savoir que à Casablanca, c'est la capitale économique, d'accord, du Maghreb, de l'Afrique. Faut dire ce qui est. C'est là où ça se passe. C'est là où ça se passe. D'accord? Nous, par exemple, à Agadir, on reçoit tout. Moi, j'ai l'habitude, là. J'ai fait une commande de 800 mètres carrés de carrelage pour une maison à Marrakech. J'ai pas pris le carrelage à Marrakech, je l'ai pris ici à Agadir. Et, Nawal, elle me dit, ok, c'est bon, je te fais livrer directement de Casablanca. D'accord? Je sais que je peux économiser quelques dirhams. Mais est-ce que j'ai le temps de prendre ma voiture, d'aller à Casa, de passer 2-3 jours là-bas, ensuite de mettre en place après avec un transporteur qu'il faut qu'il me le ramène, que j'ai pas de casse et tout ça et tout. Là, c'est moi qui prends toutes les responsabilités. C'est vrai. Alors que là, tu passes par un prestataire. Je passe par un prestataire, c'est lui qui s'occupe de tout. Quand mes gars ils réceptionnent, ils me disent voilà l'arbi, il y a 2-3 boîtes qui sont cassées. Allô Nawel, il y a ça fait l'arbi, il y a pas de problème, garde-les, tu passes, je te les ramènerai. D'accord? Tu passes, je les récupère quand je vais au chantier, je les ramène. Tu comprends ou pas? C'est est-ce que ça en vaut le coup? Je sais pas. Mais après, si tu as des gros méga chantiers, toi, un bâtiment avec une quarantaine d'appartements, oui, peut-être que ça vaut le coup. Mais du coup, pour répondre à la personne, tu dirais plus quand même à Casablanca pour trouver des matériaux fiables. Même s'il y en a dans toutes les villes, tu trouves dans toutes les grandes villes. Agadir, tu trouves tout. Marrakech, tu trouves tout. Tanger, pareil, Rabat. Tanger, mais c'est de la folie. Rabat, mais bien sûr. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il n'y a aucune inquiétude. Et attention, on n'a pas à rougir au niveau de la qualité. De la qualité. Bah justement, c'est sa seconde question. Ouais. Je fais le lien. Quel coût supplémentaire faut-il prévoir par rapport à des matériaux standards? Alors, par exemple, je vais donner un conseil. J'ai un ami qu'on a en commun, d'ailleurs, toi et moi, Walid, qui a acheté tout son matos de plomberie, entre guillemets, c'est-à-dire tous les robinets et les douches, et les acheter en France. Ouais. Ou en France, sur Amazon. D'accord. D'accord? C'est sa maison à lui perso. Franchement, il a assuré. Il a même acheté des caméras dernier cri, tout ça et tout. Ça lui a coûté, je pourrais même 2 fois moins cher que ce qu'il aurait acheté ici pour le même matos. Alors parfois, ça vaut le coup et parfois ça vaut pas du tout. Ah oui, nous, en tant que professionnels, on peut pas se permettre de faire ça. Ouais. Mais en tant que particulier, en collaboration avec l'entreprise, par exemple, si moi, demain, il m'appelle pour pouvoir construire sa maison et qu'on met en place une convention ensemble avec quelques petites astérix ou voilà l'arbi, moi je vais acheter ça te dérange pas, il y a aucun problème, d'accord? Pour ce genre de choses là, oui, ça vaut vraiment le coup. Alors là, la personne me demande, du coup, par rapport aux autres promoteurs immobiliers, est-ce que les nouveaux appartements des promoteurs immobiliers en général, est-ce que c'est quelque chose de fiable? J'ai envie de dire que c'est le jour et la nuit avec quand c'est sorti, il y a quelques années en arrière, d'accord? Donc il faut savoir que la plupart, je pense, ils sont pas au courant, c'est que c'est notre roi, hein, Hafidullah, qui est le partenaire numéro 1 de ces appartements-là. Il finance une grosse partie pour que nous, on puisse avoir ces appartements-là à 25 000 euros. D'accord? Sinon, ces appartements-là coûtent beaucoup plus cher. D'accord. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que c'est mieux d'acheter neuf, vieux ou faire construire? Et la personne précise la région Tétouan. À Tétouan, c'est une région au bord de mer. Donc, tu vas acheter vieux, sache que tu vas avoir des sacrées surprises. D'accord? Et
Construire, pour moi, c'est la solution numéro un. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est Après, le top. ouais, c'est le top. Après, si tu as un terrain où c'est difficile d'avoir un permis, tout ça et tout, et tu sais que tu vas aller, tu vas galérer. J'ai un ami à moi, bon, c'est pas à Tétouan, mais c'est à Tanger, hein. En plus, alors que c'est très ouvert et très avancé, un peu à l'extérieur de la ville. Ça va faire plus d'un an qu'il galère, 1 an et demi qu'il galère pour son permis de construire. Voilà, alhamdoulilah, on arrive à la fin. Je suis son dossier avec lui. Si tu vois que tu vas avoir des soucis avec ton permis, tout ça et tout, oui, achète quelque chose qui est déjà fait et tu rénoves. Il n'y a pas de problème. Quel est le prix? Alors, on avait parlé tout à l'heure de prix moyen, mais là, la question est un peu plus précise. Quel est le prix moyen au mètre carré pour la construction d'une maison individuelle moyen haut de gamme? Moyen haut de gamme. Je sais pas si ça existe, ça, Ouais, je moyen pense haut que de ça gamme. veut dire moyen de gamme, mais avec le plus propre possible. En fait, une maison, elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est le gros œuvre. Le gros œuvre, allez, une bonne entreprise, elle te fera pas en dessous de 160, 170 euros, 1600, 1700 dirhams le mètre carré. En dessous, tu commences à jouer avec le feu. Peut-être ils vont économiser au niveau de la ferraille, au niveau du ciment, au niveau de la qualité des redem. Parce que 1600 dirhams, on commence à voir, on travaille sans avoir la boule au ventre. En dessous de 1600 dirhams, mais c'est même ton essence, tu le comptes. Tu vois ce que je veux dire, Walid? Moi aujourd'hui, je suis arrivé alhamdoulilah, grâce à Allah, à un stade où je pourrais travailler tous les jours. Là, par exemple, j'ai mes chantiers, j'en veux pas d'autres. On me propose des choses et je vais te faire une petite parenthèse. Il y a 2 jours, un ami à moi de Marrakech, il m'appelle pour écoute l'Arbi, j'ai un copain à moi, il a acheté une maison semi-finie. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs étapes. Semi-finie, sur 3 niveaux, sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage. D'accord? 150 mètres carrés par niveau. On parle de 450 mètres carrés. D'accord? Alors moi je lui dis écoute, il y a pas de problème, lui qui m'appelle. Il m'appelle, il m'envoie les plans et il m'annonce sa situation. Il me dit voilà, celui qui me vend la maison, semi-fini, il lui a vendu, je peux dire les choses quand même, 165 000 euros. 450 mètres carrés de terrain, construit sur 150 mètres, mais sur plusieurs niveaux. D'accord? Il lui dit ouais, écoute, il te faut un budget entre 60 et 100 000 euros pour finir ta maison. Alors quand il m'a dit ça, moi, j'y croyais pas mes oreilles. Je crois pas mes oreilles. Je lui dis écoute, c'est un magicien le gars, c'est un magicien. Non mais c'est pas, c'est ce qu'il fait tout ça et tout. Donc et moi je me suis lancé dans ce projet-là parce que c'est mon budget. J'ai signé un compromis avec lui, je lui ai donné une avance, tu vois, en prenant en compte ce budget. Voilà, et il m'a dit ça va être temps, donc j'ai un budget de 100 000 euros l'Arbi pour pouvoir faire la maison. Mais je lui ai dit que si tu arrives à juste acheter tous les matériaux nécessaires pour finir ta maison avec 100 000 euros, je viens, je te fais les travaux gratuitement. Je te fais la pose de tout gratuitement. Et là, il a pris peur. Waouh, comment ça? Il est parti, il a commencé à appeler tout ça et tout, il m'a rappelé le soir, il m'a dit, écoute, l'arbitre, ce que tu m'as dit, c'est un peu la vérité, là, je me suis fait un peu mener en bateau. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Les gens, ils vendent du rêve parce qu'ils veulent vendre leurs produits. Mais il faut savoir, 450 mètres carrés, 100 000 euros, ça n'existe pas. Même si tu fais une maison avec les matériaux dans les appartements sociaux, tu n'y arriveras pas. Par de 450 mètres carrés. Là, c'est énorme. Donc, c'est énorme. Donc là, rappelle-moi un peu, là, parce que j'ai perdu le fil. Quel est le prix moyen au mètre carré pour la construction d'une maison individuelle moyen haut de gamme? Moyen haut de gamme. Donc, comme je t'ai dit, gros œuvre, faut compter à peu près 160, 170 euros minimum. D'accord? Là, tu as le gros œuvre. Ensuite, on appelle ce qu'on appelle l'étape suivante le second œuvre. Le second œuvre, c'est tout ce qui est électricité, plomberie, clim, étanchéité. D'accord? Et si tu pousses un peu le bouchon un peu plus loin, d'accord? L'isolation. On appelle un pack isolation.
D'accord? Si tu habites, par exemple, à Marrakech, je te le conseille fortement, parce que c'est des chaleurs de malade. À part si tu aimes bien payer des factures super élevées, parce que ta clim, elle va devoir marcher 24 heures sur 24. Tu l'éteins, tout part. D'accord? T'as pas de pont thermique, t'as rien. Donc là, ça, c'est la seconde étape. D'accord? Et, et dès cette étape-là, on peut parler de moyenne gamme, haute gamme. Par exemple, toilettes. Est-ce qu'on aura des toilettes suspendues? D'accord? Est-ce qu'on aura des toilettes normales? Les salles de bain, est-ce qu'on parle de douches italiennes avec les douches qui sont encastrées dans les murs, l'eau qui sort des plafonds, tu vois ce que je veux dire? Déjà, dès là, déjà, ça peut faire la différence avec ton budget. D'accord? Mais tu comptes à peu près moyen haut de gamme, tu comptes 500 euros. Du mètre carré. 500 euros du mètre carré. Pour le second. Non, 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 pour tout. Pour tout. Pour tout. Minimum. Tu fermes les yeux, t'en as pour 500 euros. Quelqu'un qui va te dire, moi, je suis là, je parle. Je parle avec expérience. Je parle parce que j'ai connu des cas extraordinaires. Ouais. Moi-même, où je me suis déjà trompé sur des devis, où parfois j'ai eu des clients qui ont été sympas avec moi, d'accord, et qui ont participé avec moi. Tu vois, ça c'était dans mes débuts. C'est pas un manque de professionnalisme, mais ça peut arriver. Tu vois, de te louper dans. Ouais. Parce qu'ici tu peux pas trop te permettre comme en France. Ils disent tu fais de ton devis, d'accord, et tu rajoutes toujours une marge. Ouais. T'as toujours un minimum 15%. Tu vois, mais ici 15%, ça y est, t'as plus de contrat. Ici, le problème qu'on a au Maroc, c'est qu'on cherche le prix. Mais au détriment de quoi? De la qualité? Pire. Au détriment de la catastrophe. Donc, quand on va dire 500 euros, 5000 dirhams, ouais, mais attends, il va construire quoi? Oui. Je connais chaque étape d'une construction d'une maison. Si vous croyez que vous venez, vous faites les fondations et hop, on envoie ça. Juste avec le carrelage, entre ta chape, le carrelage, la colle, est-ce que c'est du dos blanc collage ou pas? Est-ce que tu veux que ça tienne dans la longévité ou pas? D'accord? Les plaintes, ensuite les murs. Est-ce que tu vas faire du projeté aujourd'hui maintenant? On va pas dire on est en avance, mais on va dire on est dans l'air du temps. Maintenant on fait du projeté à l'intérieur des murs, des maisons. D'accord? C'est beaucoup mieux que quand on fait le marteau. Comment on peut dire le marteau? Je sais même pas moi c'est en français. D'accord. Et t'as les baguettes de finition, tu vois. Là par exemple, c'est ce qui fait toute la différence. Même au niveau des façades. Aujourd'hui, t'as les façades à l'ancienne crépi qui ont fait à la main, ouais. Et t'as les façades maintenant en Montero que tu fais en projeté avec baguette. C'est pas du tout le même rendu, c'est pas du tout la même qualité. Non mais on a compris. 500 euros, c'est le minimum s'il veut ça. Et il enchaîne avec une autre question. Comment évaluer le potentiel constructible d'un terrain? Et il demande, y a-t-il un PLU comme en France? Ouais, bien sûr, c'est ce qu'on appelle la note. Bien sûr. C'est quoi la note? La note, c'est par exemple, t'achètes, en ce moment, c'est la mode à Marrakech. Ouais, j'ai 1 hectare route d'Amizmiz, kilomètre 16. Ouais, d'accord, mais on peut faire quoi dans cet hectare-là? C'est quoi? Ça s'appelle la note. La note, c'est par exemple 1 hectare. Il y a des endroits où tu as le droit de construire qu'une seule maison. Tu as 7000 mètres carrés, tu veux pas construire. Et qu'au minimum 1 hectare. D'accord? Ensuite, on a la note qui c'est, par exemple, le SD1. SD1, par exemple, c'est 10 villas par hectare. D'accord? Donc, c'est minimum 1000 mètres carrés. Donc, tu peux pas faire 10 villas. Il y a les routes intérieures. Donc, ça existe. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et du coup, il te demande comment on évalue le potentiel d'un terrain constructif. C'est la note qui va nous dire. Est-ce qu'on parle de la même chose? Par exemple, une fois que tu fais tes murs de clôture, la construction de ta maison doit commencer minimum à 5 mètres du mur de clôture. Tu peux pas commencer ta maison à 4 mètres du mur de clôture. Non, tu dois avoir 5 mètres de circonférence. Là, ton mur de ta maison, elle peut commencer. À partir de là, tu peux savoir le potentiel de construction. 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Et là, on parle au sol, hein, parce qu'ensuite, tu peux avoir la note, elle peut t'autoriser à faire un sous-sol, d'accord? Et elle peut t'autoriser à avoir un R+1, donc un étage ou 2 étages, d'accord? Ouais. S'il parle de ça, oui, bien sûr, ça existe. Et c'est clair. La note qui nous dira le potentiel de construction. Alors, question très intéressante aussi. Est-ce que le marché immobilier au Maroc, c'est un marché qui est plutôt spéculatif
ou bien l'augmentation du prix dans certaines villes, c'est plus dû à l'offre et la demande? Ouais, il n'y a pas de spéculatif. Ça n'existe pas au Maroc, ça. Non. Et au Maroc, il faut savoir que, et là, ce que je vais vous dire, c'est incompréhensible, hein. Mais aujourd'hui, nous, on s'est adapté et on l'a accepté. Ici, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans les achats, dans la spéculation immobilière. Il n'y en a pas. Par exemple, prenez Marrakech et Agadir. Aujourd'hui, je travaille exclusivement sur Marrakech et Agadir. Marrakech, en termes d'investissement, retour d'investissement, c'est le jour et la nuit avec Agadir. D'accord? Donc, on va pouvoir penser que ça coûte plus cher à Marrakech qu'à Agadir. À Marrakech, tu es sûr d'avoir ce qu'il faut. D'accord? En termes de retour d'investissement. Ouais. Mais à Agadir, par exemple, Ilir, un quartier d'Ilir, on est, par exemple, un terrain de 1000 mètres carrés, on est à 500 000 euros. 500 000 euros, 5 millions de dirhams. 5 millions de dirhams, tu les ramènes à Marrakech, mais tu achètes 1 hectare. 1 hectare. Et tu peux avoir la note, on va proposer un terrain, où c'est 2000 mètres carrés par maison, donc avec les routes, tu en fais 4. Tu les vends sur plan, et tu gagnes une fortune. Là, on parle de 1000 mètres carrés. Les prix de l'immobilier à Agadir, c'est vrai que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va prendre Tilila. J'habite pas loin de Tilila. Quartier populaire. Rien d'extraordinaire. D'accord? Mais on veut acheter une parcelle pour monter un R+3, un R+4, mais on parle en centaines de milliers d'euros. Ouais. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que un converti, donc là je pense que sa question c'est plus, est-ce qu'un étranger peut-il acheter un appartement au Maroc à son nom, juste avec sa carte d'identité française? Ça, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bien sûr. Et cette question-là, pourquoi tu la poses? Parce que sûrement tu as dû entendre qu'il y a certains étrangers qui peuvent pas être propriétaires. Oui, et les étrangers ne peuvent pas être propriétaires de certains terrains au Maroc. Par exemple, tout ce qui est terrain agricole, vous pouvez louer sur plusieurs dizaines d'années, mais vous ne pouvez pas être propriétaire. Ce qu'on appelle la VNA. C'est pour ça, à Marrakech, la première question qu'on pose quand quelqu'un vend un terrain ou un bien ou une villa, est-ce qu'il y a la VNA? D'accord? S'il y a la VNA, un étranger peut acheter. S'il n'y a pas de VNA, l'étranger ne peut pas acheter. À part les pays qui sont en contrat ou en affaires avec le Maroc, comme par exemple le Sénégal, la Tunisie. D'accord? Eux, ils peuvent acheter sans VNA. Sans VNA. D'accord, ok. D'accord? Donc c'est bien, s'il y a des binationaux tunisiens, sénégalais, ouais, ils peuvent acheter. Ils peuvent acheter, ouais. Sans VNA. Question plus d'un côté constructeur, une personne qui serait dans le métier, le montant minimum pour se lancer dans le domaine, même si tu l'as un peu dit dans ton parcours de vie, parce que tu as montré que tu pouvais commencer avec zéro. Moi, j'ai commencé, comme je t'ai dit, avec un marteau et un burin que je suis parti acheter avant d'aller au chantier. D'accord? Mais là, je pense que la question, c'est en tant que constructeur, la personne pose. Si tu veux commencer, en tant que constructeur et que tu veux pas te retrouver à la merci de tous les locations de bois, d'échafaudage, de machines et tout, franchement, il faut que tu comptes. En plus, ça va, c'est pas vraiment extraordinaire, mais 100 000 euros. 100 000 euros. 1 million de dirhams, tu vas pouvoir acheter quoi? Tu vas pouvoir acheter pas mal d'échafaudage. Tu vas pouvoir acheter pas mal de planches. Il te faudra minimum un tractopelle, un GCB ou un Caterpillar. D'accord? Il va te falloir un denburin, un compacteur, et ensuite tout ce qui est outils, il va te falloir outillage à main. D'accord? Il y en a pas mal aussi à avoir. Non, 100 000 euros. Ouais, c'est le minimum. Franchement, je vais pas te dire c'est le minimum, c'est faux. Mais franchement, tu débutes bien. C'est le rêve. Tu débutes bien. L'astuce pour une construction. Alors, je sais pas si tu vas nous répondre, j'espère. Astuce pour une construction pas trop chère. Et la deuxième question, je la pose après. Alors, pas trop cher. Bah, franchement, d'avoir des copains comme moi.
Non, c'est vrai. D'avoir des copains comme moi. Du réseau, des connaissances. Ouais, carrément. Mais attends, prends notre ami Abdel Hafid que tu devras certainement il va me faire interviewer. Il va me faire interviewer tout Agadir. Donc oui, mais non, mais c'est lui son histoire aussi est pas mal. Vrai. Son histoire aussi est pas mal. Qui est un très bon ami à moi, d'accord, et à qui j'ai fait son premier laboratoire parce qu'il a une pâtisserie pizzeria. Et j'ai fait son premier laboratoire. Et alhamdoulilah, Allah m'barak, Allah le rajoute. Il s'est agrandi. Et bah, son deuxième laboratoire, son agrandissement, je l'ai fait avec lui sans être avec lui. C'est-à-dire que il m'a éliminé. Il m'a pas éliminé. Mais voilà, je lui dis, voilà, en fait, j'ai pas le temps. D'accord? Mais, tu l'as conseillé. Toi, t'es sur place. D'accord? T'es là. T'es chez toi. Tu sais comment on a fait au début. Je vais t'envoyer les corps de métier à chaque étape. Et tu les gères. Mais il m'a dit, Arabie, tu peux faire ça. Mais magnifique, merci beaucoup. Et voilà, je lui ai envoyé les numéros. C'est des personnes de confiance. Je sais tout ça et tout, d'accord? Et franchement, dans mon balèque, ils ont fait du bon boulot. Franchement, nickel, il était avec eux, tout ça et tout. Ils ont fait des vestiaires, toilettes, douches pour les personnes qui travaillent chez lui. Ils ont rajouté un deuxième labo. Franchement, nickel. Nickel. Et du coup, je vais essayer d'orienter un peu plus la question de la personne. Je pense aussi qu'elle veut savoir, c'est est-ce que dans la construction, il y a des façons pour construire, pour économiser dans la façon dont on construit, tu vois. Je sais pas moi, par exemple le gros œuvre, l'isolation, est-ce qu'il y a des matériaux, ça fait revenir moins cher la construction. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a des techniques ou des astuces pour dire, voilà, si tu choisis ce type de... Non, la construction, il n'y a pas photo. D'accord? Tu peux pas économiser. Au contraire, tu peux améliorer ta construction. Je le dis, une maison que tu vas construire, Walid, à zéro, c'est ce qui va déterminer, d'accord, le niveau de ta maison. Définition. D'accord? Je prends un exemple. Tout simple. Une maison, tu vas construire tout simplement avec des moellons, avec un seul moellon. T'en as d'autres qui vont rajouter un peu plus d'argent et tu auras des murs double cloison. Isolation excellente. Surtout si tu laisses un espace entre les deux, si tu as pas mal de terrain, d'accord? Tu laisses un petit espace entre les deux, tu as l'air qui va faire office d'isolation. Ou sinon, tu mets du polystyrène, d'accord? Ou de la mousse polyéthylène. Ça revient moins cher? Polystyrène, ça revient moins cher. Ouais, ça coûte pas cher du tout et ça va faire la différence dans ta construction. Pourquoi? Parce que ton premier mur, c'est lui qui va subir tous les aléas du temps. La pluie, le froid, l'humidité. D'accord? C'est ton premier mur qui va tout encaisser. Ensuite, tu as le polystyrène ou l'air qui va faire son travail. Et là, tu as ton deuxième mur. Tu vois? Et lui, il sera sain. Il ne recevra ni l'eau, ni le froid, ni quoi que ce soit. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment d'économie dans la construction. Au contraire, je vous invite à ne pas faire d'économie quand vous construisez votre maison, surtout le gros œuvre. C'est ce qui va faire la différence quand vous ferez les finitions. À la limite, c'est sur les finitions que tu peux économiser. Exactement. Si tu sacrifies un peu tes goûts, mais tu peux économiser. Ouais, bien sûr. Et la deuxième question, c'était comment la gérer au mieux à distance? La gérer au mieux à distance. Écoute, la plupart du temps, ici, comment on peut gérer à distance quand tu te débrouilles et que tu as un peu les connaissances pour ça, c'est le cousin, l'oncle, d'accord? Que c'est lui qui va être sur place et qui va gérer pour toi, moyennant quand même une petite rémunération, sachant que c'est la famille, d'accord? Ça, c'est la solution la plus répandue, d'accord? Ensuite, si tu as un ami qui est sur place, qui travaille pas et que tu vas le rémunérer, là c'est le jackpot. Parce qu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de famille, il n'y a rien du tout, quoi que ce soit. D'accord? Le gars, il va être à fond, c'est un ami à toi, en plus vous vous dépannez mutuellement. Et tu le payes de toute façon. Bien sûr. À part ça, je vois pas d'autre solution. Non, c'est très clair. C'est la même personne qui pose la question sur le coût et l'efficacité de l'isolation thermique et de la climatisation centralisée. Écoute, je suis en train de construire une maison personnellement là, et là, je suis dans la peau
dans sa peau à lui, dans la Ouais. peau du client. Ouais. Parce que là, je suis le client. Même si c'est moi le promoteur de moi-même, Ouais. je suis le client. Et là, je peux te dire que avec qui je travaille, donc en collaboration avec une entreprise de clim, c'est clair et net que j'ai pas parlé du tout avec lui comme d'habitude. Sachant qu'après les ouvriers, je les connais, tout ça et tout, je me suis arrangé avec lui. J'en ai eu à peu près pour 80 000 dirhams, 8 000 euros. Alors 8 000 euros, qu'est-ce que j'ai? Au sous-sol, j'ai un grand salon cuisine, deux chambres et une salle de bain. Et là-haut, j'ai 2 suites et un grand salon. Et on a mis une clim gainable, d'accord, carrier. Mais j'ai opté pour le on-off. J'ai pas mis l'inverter, d'accord. J'ai fait le radin un peu. Je suis un chelem. L'inverter, c'est le truc qui fait chauffage aussi ou non? Non. Moi aussi, il fait chauffage. C'est quoi la différence entre on-off et... Là, on est en... C'est une question que tu poses toi ou... Oui, oui. Ouais. Alors, le on-off, qu'est-ce que c'est? Le on-off, en fait, c'est la clim qui va répondre bête et disciplinée. Ouais. Vas-y, allume la clim. J'allume. Il envoie le signal au moteur. Il est à 100% dès le départ. D'accord? À fond. C'est-à-dire, il va se donner en pleine puissance. Ouais. Et tant que je l'arrête pas, il donnera toujours le maximum. Ok. Ok? C'est ça que Donc t'as après, pris. si je suis bien isolé, au bout d'un petit moment, une demi-heure, je vais éteindre. Et si je suis vraiment bien isolé, que j'ai fait, comme j'ai fait des murs double cloison, j'ai mis un isolant au milieu. Et bon, là, je suis pas encore arrivé à l'aluminium, mais l'aluminium, c'est ce qui fera aussi la différence. D'accord? Pour l'isolation. Le verre. Est-ce que c'est un double vitrage avec gaz? Tu vois? Donc c'est là où il faudra pas économiser si tu veux un minimum d'isolation correct. D'accord? Et ouais, j'ai payé à peu près donc 8 000 euros. L'installation compris, tout compris. Voilà, en plus, ils vous donnent les prix. Ça, vous savez des fourchettes. Là, je vous ai donné le prix en mais tant sachant que c'est un prix à en tant lui. que client, ouais. Oui, oui. Mais client. Oui, tu mais vois. parce que tu connais le... Il y a peut-être un peu plus Voilà. pour une Là, je personne vous ai pas lambda. parlé en tant que professionnel. Voilà, c'est Mais ça. vraiment en tant que client qui a gratté jusqu'à la monnaie pinière. Non, mais en fait, c'était la dernière question. Au moins, je pense qu'on a fait le tour. On a répondu à pas mal de questions, en tout cas que les gens nous ont posées. Comme on avait dit, de toute façon, on aura l'espace commentaire sur YouTube. Je mettrai le lien, j'enverrai le lien à l'Arbi qui viendra vous répondre si vous avez d'autres questions. Je mettrai en description. Alors, l'Arbi a créé son compte Instagram finalement. Il va pouvoir partager avec vous ses conseils et astuces au niveau immobilier au Maroc. Et surtout, il va pouvoir vous répondre à vos questions via sa page. N'hésitez pas à le suivre, à lui donner un peu de force. Il vient de l'ouvrir et il est tout nouveau sur les réseaux. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez avoir des informations sur de l'immobilier au Maroc, n'hésitez pas à lui laisser un petit follow. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'interview. J'essaie de moins le couper, enfin, du moins possible, de le laisser parler au maximum. On aurait parlé longtemps sinon. Ouais, de pas trop le cadrer. Et de toute façon, je pense que c'est une série qui va continuer. Il y a encore d'autres interviews qui sont prévues. Il y a pas mal de personnes avec des parcours de vie incroyables que j'ai envie de voir sur la chaîne. Et donc voilà, dites-moi si c'est un format que vous aimez et que vous voulez voir continuer sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum. Mon tout nouveau guide Partir vivre au Maroc, nouvelle version est disponible. Disponible en format e-book ou papier sur Amazon. Le lien est dans la description.